Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Les intempéries se poursuivent à travers le pays. À Al-Hoceima, de fortes pluies sont enregistrées et les villages de la région affrontent les effets de la baisse des températures. Et à Tinrir, des chutes de neige perturbent la circulation automobile. Le Bureau central d'investigation judiciaire annonce le démantèlement d'une cellule terroriste partisane de Daesh. Cette cellule, composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans, a été démantelée en coordination avec la police nationale espagnole. L'Organisation de coopération et de développement économique présente un rapport sur les systèmes éducatifs à travers le monde. 79 pays ont participé à cette étude, dont le Maroc. Les principales conclusions de l'enquête dans cette édition. Le long métrage Lynn plus Lucie du maroco-britannique Fizal Boulifa, présenté au Festival international du film de Marrakech. Une œuvre poignante sur l'amitié, la maternité et le deuil, sur fond de crise sociale. Madame, Monsieur, bonsoir. La vague de froid se poursuit à travers le pays. De fortes intempéries s'abattent notamment sur la région d'Al-Hoceima. Les zones rurales avoisinantes sont également touchées, comme au Douar Azila. Ce village est situé sur les hauteurs de Jbel Tidrin, une montagne qui culmine à plus de 2400 mètres. Les habitants affrontent les effets de la baisse des températures. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hajoub, le récit est de Rizlan Taibi. La cime de la montagne Tidrin ne s'est pas encore couverte de blanc. Les précipitations sont pour l'instant sous forme de pluie sur le plus haut sommet du Rif et les villages en contrebas. Le ciel n'a pas tari depuis 72 heures, ce qui réjouit les habitants de la commune d'Issaken dans la région d'Al-Hoceima. Il fait très froid, je me suis bien couvert pour l'affronter. En revanche, je suis très heureux de voir cette quantité de pluie. Le niveau d'eau dans les rivières et les ruisseaux s'est naturellement élevé dans cette région montagneuse. Quant à celle de Talarouak, une plaine plus basse située à quelques kilomètres, elle a été littéralement submergée. Nous redoutons le blocage des routes. À cause des précipitations, le bois de chauffage nous manque aussi. La saison de pluie n'est pas très facile. L'eau coule de nouveau dans les rivières. La nappe phréatique s'est remplie. Cela nous réconforte malgré le froid. Le mercure a entamé une baisse vertigineuse depuis quelques semaines. Le thermomètre affiche en moyenne 3 degrés. Les habitants se préparent maintenant à la chute de la neige prévue au début de l'hiver dans 2 semaines. Et dans d'autres régions du pays, des chutes de neige ont été enregistrées. C'est le cas à Tinrir, où certaines routes sont coupées car recouvertes de neige. Les moyens nécessaires sont mobilisés pour rétablir la circulation automobile. Les déneigeuses sont ainsi déployées. C'est un reportage d'Abd Samad Ta'am, le récit est de Mehdi Foudi. Une fine couche de neige recouvre la ville de Tinrir ce matin. Hier soir et pendant toute la nuit, un important épisode neigeux s'est abattu sur toute la province. À l'approche de la saison hivernale, les habitants doivent composer avec ces premières chutes de neige abondantes. La ville s'est réveillée sous la neige. C'est un peu difficile à gérer. À cause des intempéries, la circulation devient de plus en plus compliquée sur les routes de la province de Tinrir. La plupart d'entre elles sont coupées, prenant ainsi au piège plusieurs automobilistes. Ces derniers demandent de construire une barrière à neige, tandis que les autorités locales affirment qu'elle sera mise en place dans les jours qui suivent. Il doit y avoir absolument une barrière. La route est coupée, nous sommes actuellement bloqués et nous n'avons pas d'autre solution que de reculer. Les chutes de neige ont causé une fermeture temporaire de plusieurs axes routiers. Il s'agit notamment de la route nationale numéro 12 reliant Temtchouch et Agoudag, la route régionale numéro 704 reliant Tsemrer et Tilmi, la route régionale numéro 317 reliant Klatch Mgouna et Azilal, ainsi que la route provinciale numéro 1504 reliant Boumalen et Ikneoun. Ce blocage a mobilisé les équipes de déneigement relevant de la direction provinciale de l'équipement, du transport et de la logistique, ainsi que des autorités locales qui se sont attelées à dégager les routes enneigées. Une mobilisation qui a abouti à un retour à la normale du réseau routier de la région.
Les zones rurales sont particulièrement touchées par les effets des perturbations météorologiques. Certains villages privilégient aujourd'hui les énergies renouvelables. C'est le cas dans la région d'Essaouira. Id Mjadi est le premier village du Maroc à être alimenté à 100% en énergie solaire. C'est un reportage de Tariq Bouhatem et Amin Richet, le récit de Hind Ben Abdenbi. C'est une image rare dans les zones rurales marocaines, des panneaux solaires qui viennent alimenter l'ensemble d'un village. Nous sommes à Id Mjahdi, dans la région d'Essaouira, une localité totalement écologique alimentée à 100% en énergie solaire. Plus d'une quinzaine de foyers bénéficient d'énergie électrique gratuite, un projet vert et solidaire porté par l'association Essaouira Mogador. Notre ambition aussi dans ce genre de projet, c'est il y a un potentiel énorme qui on exploite même pas le 1 millième justement de notre richesse énergétique. On a trouvé le financement, on a eu des mécènes qui nous ont aidés à le monter, mais comment le pérenniser pour qu'il dure 20, 30, 40 ans? Toute la vie économique du village bénéficie également de cette énergie propre qui a permis la mise en place d'activités génératrices de revenus comme une coopérative d'huile d'argan, un hammam ou encore un centre d'enseignement préscolaire. On travaille au sein de la coopérative, alors on amène nos enfants à cette garderie au lieu de les laisser à la maison et ils apprennent beaucoup de choses. Ce village qui n'était pas du tout connecté au réseau, donc est aujourd'hui alimenté. Aujourd'hui, il fonctionne parfaitement. On a pu créer grâce à ce village une activité génératrice de revenus donc pour les habitants. Même l'atelier de concassage de noix d'argan est alimenté en énergie solaire. L'ensemble du projet qui a permis de relier le village Id Mjahdi au reste du monde a mobilisé un investissement de moins d'1,5 million de dirhams. Grâce à cela, c'est plus d'une cinquantaine de femmes rurales qui ont pu changer de vie. La promotion des énergies renouvelables est au cœur des préoccupations des participants à la COP25. Les travaux de la conférence mondiale pour le climat se poursuivent dans la capitale espagnole. Madrid accueille notamment une zone verte, un espace de 3000 m² réservé à la société civile. Des exposants venus des 4 coins du monde présentent leurs projets écologiques. Reportage de nos envoyés spéciaux Rita Sha et Amin Haddou. Ce liquide vert en ébullition, placé dans ces tubes, va permettre la formation de microalgues, une réplique du système utilisé par cette entreprise espagnole basée à Almeria. Grâce à l'utilisation de certains résidus, la société produit des pesticides bio et fait ainsi la promotion d'une agriculture durable sans polluer. Nous avons été invités à cette COP parce que nous développons un projet financé par l'Union européenne avec un budget de 10,5 millions d'euros. Nous travaillons sur le développement de la technique basée sur la culture des algues. Avec ses éoliennes, cet autre groupe espagnol a conquis le monde et est même devenu leader en la matière. L'entreprise qui a entamé la fermeture de ses centrales pétrolières et thermiques voit maintenant les choses en vert. Un changement drastique qui a pourtant propulsé ses actions vers le haut et permis la création de nombreux emplois. Nous participons à toutes les COP. Nous étions d'ailleurs à celle de Marrakech. Il y a 20 ans, cette entreprise a misé sur le changement. À travers ce stand, nous voulons faire passer un message optimiste à la société civile, leur montrer que tout est possible grâce à l'évolution technologique. Prôner le développement durable, c'est l'objectif de ces exposants qui ont pris leur quartier en plein cœur des 3000 m² que compte la zone verte. Des participants qui ont reçu la visite aujourd'hui de Teresa Ribera, la ministre espagnole de la transition écologique, est allée à la rencontre de ces défenseurs de l'environnement et a ainsi découvert à travers des expositions et activités interactives les différentes initiatives proposées. Je pense que la combinaison d'exposants représentés dans cette zone verte symbolise très bien la capacité d'action diverses que nous devons activer. Il y a des exemples différents que nous avons vus au niveau des différents stands qui répondent aux attentes de l'agenda à l'horizon 2030 et aux objectifs de développement durable. Ceci doit faire partie intégrante de l'action, le temps de l'action, le temps d'agir. C'est d'ailleurs le slogan principal de ce sommet. Le grand public peut donc venir à la rencontre de la vingtaine d'exposants présents dans cette zone verte, des participants venus des 4 coins du monde pour présenter leurs initiatives durables et peut-être tenter de réconcilier les habitants de la planète avec l'environnement, et ceci depuis la capitale espagnole.
Et les effets du dérèglement climatique inquiètent particulièrement les pays du continent africain. Au Kenya, des centaines de familles ont dû quitter leur village dans l'ouest du pays. Cette région est dévastée par les inondations. Les Nations Unies ont décidé de débloquer un fonds d'urgence de 3 millions de dollars pour venir en aide aux déplacés kenyans. Le pays subit de fortes intempéries depuis le début du mois d'octobre. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été détruits. Direction les États-Unis, où le Congrès a ouvert le débat sur une éventuelle procédure de destitution du président Donald Trump. Une assemblée divisée entre les démocrates qui soutiennent la procédure et les républicains qui dénoncent une opération politique. Un vote pourrait avoir lieu avant la fin de l'année sur les chefs d'accusation décidés par la commission judiciaire du Congrès. Le président américain qui se trouve au Royaume-Uni pour le sommet de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, célèbre ses 70 ans. Les dirigeants des 29 pays de cette alliance militaire mettent en avant leur unité et leur cohésion après une semaine de polémique entre pays membres. Mamadou Diaye. Le mot est lâché, un appel à l'unité, cela dans un contexte marqué par des divergences entre les États-Unis, la France et la Turquie. Dans plusieurs questions, notamment sécuritaires, l'OTAN espère tout de même surmonter ces clivages. Le fait que nous vivons en paix aujourd'hui montre la force de la simple proposition au cœur de cette alliance, que tant que nous resterons unis, personne ne pourra espérer nous vaincre et par conséquent, personne ne déclenchera une guerre. L'organisation tente à travers ce sommet de retrouver des points de convergence, des points relatifs au terrorisme, mais également le retour en force de la Russie sur la scène internationale et surtout de la Chine, deuxième puissance militaire mondiale. L'occasion est aussi celle de rencontres bilatérales entre dirigeants européens et américains pour espérer arrondir les angles concernant les taxes douanières. Je l'ai dit depuis 6 mois, en 1 an nous avons fait des progrès, mais nous allons beaucoup en faire. Nous voulons juste de l'équité. Le commerce doit être équitable. C'est donc un climat particulièrement tendu qui a rythmé le début des échanges lors de ce sommet. Donald Trump qui maintient ses critiques sur la faible contribution de certains États aux dépenses sécuritaires de l'organisation. En 2014, les États s'étaient engagés à consacrer 2% de leur budget à la défense en 2024. Seuls 9 y sont parvenus en 2019. Le Bureau central d'investigation judiciaire annonce le démantèlement d'une cellule terroriste partisane de Daesh. Cette cellule, composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans, a été démantelée en coordination avec la police nationale espagnole. Plus de développement avec Amina Benhalk. Ces images de la police nationale espagnole montrent l'arrestation musclée du chef de la cellule terroriste partisane de Daesh. C'est ici, dans la banlieue de la capitale espagnole, Madrid, que le cerveau de ce groupe composé de 4 personnes a été interpellé. Cette opération, qui est le fruit de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols, a surtout permis de démanteler la cellule. Ces 3 autres membres ont, eux, été arrêtés au Maroc par les hommes du Bureau central d'investigation judiciaire. Les individus interpellés s'activaient dans la région de Farkhana et de Bninsar, à une dizaine de kilomètres de Nador. Parmi eux, le frère d'un combattant présent sur la scène syro-irakienne, selon un communiqué du BCIJ. Les perquisitions menées dans leur domicile ont également permis la saisie d'équipements électroniques, de téléphones portables, de cagoules et de livres à caractère extrémiste. Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause sont âgés de 24 à 39 ans. Ils auraient adhéré à des campagnes de propagande faisant l'apologie de l'idéologie meurtrière de Daesh, tout en intensifiant les appels aux représailles contre la mort de Abou Bakr al-Baghdadi. Ils auraient également organisé des réunions pour assurer le suivi de la situation actuelle en Syrie et en Irak et pour planifier des opérations terroristes. Arrêtons-nous à présent sur une enquête mondiale menée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Un rapport sur les systèmes éducatifs à travers le monde. 79 pays ont participé à cette étude, dont le Maroc. Concernant le système éducatif national, le rapport affirme que de nombreux efforts restent à fournir, mais que des points positifs sont à souligner. Amina Benhalk. Le Maroc, premier pays du continent africain à participer à l'enquête PISA, une étude de l'OCDE publiée tous les 3 ans. Son objectif, évaluer les systèmes éducatifs des pays concernés. Le Royaume y figure à sa demande pour la toute première fois. Que révèle cette étude menée auprès de 6814 élèves marocains issus de 179 institutions du secondaire? Le résultat est le suivant. Le score national est de 359 points, bien en dessous de la moyenne de 487 points fixée par l'OCDE.
l'OCDE. Pour analyser ces chiffres, cette réunion s'est tenue à Rabat en présence de représentants de la tutelle. Pour nous, ce type d'étude est important car cela nous permet d'avoir des données nécessaires pour envisager les programmes et réformes ciblant le secondaire. Le but de PISA, c'est vraiment d'informer les politiques et les pratiques au niveau national et d'apporter une approche comparée liée aux facteurs liés à l'apprentissage. Réalisée auprès de 600 000 élèves de 15 ans dans 79 pays, cette étude permet donc de mettre le doigt sur les dysfonctionnements dans les systèmes éducatifs. Pour le Maroc, elle tombe à point nommé puisqu'elle intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme de l'éducation nationale. L'objectif n'est pas de critiquer, n'est pas de dire qui est responsable. Nous sommes tous responsables et nous avons tous un devoir de reconnaissance vis-à-vis de l'école qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'école publique marocaine qui nous a fait et qui est à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons lui rendre reconnaissance dans le cadre de la responsabilité et de la mobilisation globale. Ce n'est pas une responsabilité uniquement du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas une responsabilité des enseignants uniquement, ce n'est pas une responsabilité des familles uniquement, c'est une responsabilité collective. Si l'étude révèle des scores faibles des élèves marocains, notamment en compréhension de l'écrit ou au niveau des sciences, PISA souligne aussi un élément positif. 13% des élèves marocains issus de milieux socio-économiques fragiles ont décroché les meilleurs scores nationaux en lecture, ce qui dépasse la moyenne des pays participants à l'étude, fixée à 11%. Cette annonce de la Royal Air Maroc qui invite ses clients à se renseigner sur les destinations françaises et européennes pour la période du 5 au 8 décembre. Avant de se rendre à l'aéroport, ils sont appelés à se renseigner sur le programme de leur vol en raison du mouvement de grève annoncé par les syndicats en France. Du cinéma, pour clore ce journal, le film Lynn plus Lucie du maroco-britannique Fizal Boulifa a été présenté au Festival de Marrakech. Une œuvre sur l'amitié, la maternité et le deuil sur fond de crise sociale. Un film dur et émouvant. Reportage Sami Harissi et Hicham Balawan. Lynn et Lucie sont amies depuis l'enfance, une amitié indéfectible qui chavire quand éclate un drame. Lucie est pointée du doigt après la mort de son bébé. Le voisinage bien pensant l'accuse de négligence et de mauvais traitements. Lynn, bouleversée, se range du côté de l'opinion majoritaire. Le premier long métrage du maroco-britannique Fizal Boulifa est une fresque intimiste et sociale de la classe britannique défavorisée. Après des années de néolibéralisme en Angleterre, la classe ouvrière est de plus en plus marginalisée. Cette histoire d'amitié illustre très bien les travers de cette petite communauté et pose des questions sur la société britannique. J'en ai tellement vu de ces genres d'histoires parce que je fais partie de cette classe ouvrière. J'ai souvent vu des cas similaires, pas exactement de cette façon, ni dans la même situation, mais cela met en scène la difficulté de trouver sa place. Et donc, jouer ce rôle pour moi a été plus facile pour trouver en moi ce qui se passait dans le parcours des personnages. Un film puissant et bouleversant, les gros plans de Boulifa passent à la loupe chaque expression et chaque mimique. Le public est plutôt mitigé. Je ne sais pas trop quoi en dire parce que j'ai pas été totalement emballée par ce film. Quelques flous dans le scénario. Et le 5e, 6e que je vois, je l'ai trouvé magnifique, très beau, très sensible. Qu'en pensera le jury de Tilda Swinton? Pour l'instant, nous n'en saurons rien. La compétition se poursuit jusqu'au samedi 7 décembre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le Bureau central d'investigation judiciaire annonce le démantèlement d'une cellule terroriste partisane de Daesh. Cette cellule, composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans, a été démantelée en coordination avec la police nationale espagnole. 3 personnes ont été arrêtées dans la région de Ferjana et Beninsar et le chef de la cellule a été arrêté simultanément dans la banlieue de la capitale espagnole, Madrid. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.